Le jardin bourdonnait d'un charme sudiste forcé qui serrait les dents de Levis. 55 invités se pressaient autour de la fête de départ à la retraite de Marlène Bridger, leur voix se mêlant à l'air humide de Charleston. Debout près de la table des boissons, il regardait sa fille de 12 ans, Willow, se frayer un chemin à travers la foule avec la précision minutieuse dont elle faisait preuve en toute chose. Lévi Granger avait appris à déchiffrer une pièce comme il déchiffrait méthodiquement les systèmes d'automatisation, cherchant les points faibles avant qu'ils ne tombent en panne. À 42 ans, son esprit d'ingénieur catalogue des détails que d'autres oubliaient. La façon dont le sourire de Marlène ne lui parvenait jamais aux yeux lorsqu'elle regardait Willow. Comment le rire de sa femme Tarrant devenait plus aigu lorsqu'elle buvait du vin. La distance exacte que Fiona gardait avec sa mère tout en restant à portée de voix. « Papa, je peux avoir du punch ?» demanda Willow, apparaissant à son coude. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière comme Tarrant l'avait insisté. Bien coiffé, maîtrisé, rien à voir avec les boucles sauvages que Willow préférait. « Bien sûr, ma puce. » Il lui tendit un verre, remarquant comment elle le tenait à 2 mains. Willow s'approcha du monde comme s'il allait se briser si elle n'était pas assez prudente. La musique changea pour un ton jazzy et prétentieux. Marlène s'était placée près de la table des desserts, tenant la cour dans sa robe crème qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de la plupart des gens. Elle fit un geste avec son verre de vin en parlant, le liquide déborde dangereusement près du bord. Et je dis à la femme du maire, on ne peut tout simplement pas servir des amuse-gueules du commerce lors d'une réception caritative. La réputation de toute l'organisation était en jeu, Lévi regarda Tarrant acquiescer depuis sa place sur le settee en osier. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré l'humidité. Elle sirotait son vin avec une élégance maîtrisée. Chaque mouvement était calculé pour un effet maximal. C'était son élément, la performance d'une personne importante. Willow se dirigea vers la table des desserts, attirée par le gâteau élaboré que Marlène avait commandé. 3 étages de vanille et de framboise, décorés de délicates fleurs en sucre, dont la création avait probablement pris des heures. Sa fille adorait les belles choses, surtout celles qui comportaient des détails complexes qu'elle pouvait étudier. « Fais attention avec le gâteau de grand-mère » cria Willow, sa voix portant cette pointe d'amertume qu'elle prenait sous le regard des autres. « Tu sais comme tu peux être maladroite. » Les doigts de Lévi se crispèrent autour de son verre. Willow n'était pas maladroite, elle était réfléchie. Chaque mouvement qu'elle faisait avait un but, même si les autres n'en comprenaient pas la logique. Willow hocha la tête et s'approcha pour admirer la construction du gâteau. La table à dessert était dressée avec des plats de service en cristal d'une précision militaire, des couverts en argent, des serviettes en tissu pliées en triangle parfait. Les chaussures de créateur de Marlène claquèrent contre le patio en briques lorsqu'elle s'approcha pour intercepter sa fille. « Ne touche à rien, ma fille. Ce sont mes bons couverts de service. »« Je ne toucherai pas, grand-mère. Je regarde juste. » Mais alors que Willow se penchait pour observer le travail de tuyauterie complexe du plateau central du gâteau, son coude heurta le bord de la table à vin adjacente. L'impact fut minime, à peine un choc, mais suffisant pour faire glisser un verre de vin rouge sur la nappe blanche. Le temps sembla ralentir tandis que Lévi regardait le verre basculer et tomber. Le vin fendit l'air en une parabole parfaite, éclaboussant les chaussures couleur crème de Marlène et le patio en briques en contrebas. La musique s'arrêta. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. 55 visages se tournèrent vers la table des desserts où Willow se tenait figée, les yeux écarquillés par la panique qui naissait de savoir qu'elle avait commis une erreur devant des gens qui cherchaient déjà des raisons de la critiquer. Marlène fixait ses chaussures abîmées, probablement de marque, probablement chères, définitivement choisies spécialement pour cette fête. Le vin rouge avait taché le cuir crème de taches irrégulières qui ressemblaient à de l'art abstrait. « Regarde ce que tu as fait. » La voix de Marlène était douce, mortelle. « Regarde ce que tu as fait à mes chaussures. »« Je suis désolé, grand-mère. Je ne voulais pas dire. » La gifle est arrivée sans prévenir. La paume de Marlène heurta la joue de Willow avec suffisamment de force pour la projeter sur le côté. Le bruit résonna dans le patio soudain silencieux comme un coup de feu. Willow trébucha et se raccrocha à la table. Sa main vola vers sa joue, qui laissait déjà apparaître le contour rouge de la paume de Marlène. Mais elle ne pleura pas. La fille de Lévi avait appris très tôt que les larmes ne faisaient qu'empirer les choses dans cette famille. Le silence dura 3 battements de cœur. 4. 5. Puis Fiona se mit à applaudir lentement, délibérément, brisant le silence comme du verre brisé. Ses mains joignirent un rythme moqueur tandis qu'elle souriait d'une satisfaction vicieuse.
Eh bien, cette mère idiote lui avait bien montré qui était le patron. Taran porta son verre de vin à ses lèvres, but une gorgée et regarda sa fille droit dans les yeux. Son expression ne reflétait ni chaleur, ni inquiétude, ni instinct maternel. Sergi, c'est vrai, ou Willow. Lévi posa son verre sur la table la plus proche avec une précision mécanique. Il traversa le patio, ses pas étant le seul bruit dans le jardin bondé. Il s'agenouilla près de sa fille, assez près pour voir les larmes qu'elle luttait pour retenir. « Tu es blessé ?» Sa voix était calme, maîtrisée. Willow secoua la tête, mais il vit le tremblement dans ses mains. Il vit comment elle essayait de se faire plus petite, invisible. Lévi se leva et regarda les 3 femmes qui venaient de détruire quelque chose de précieux. Sa femme était assise, son verre de vin en équilibre sur ses genoux, complètement indifférente. Sa belle-mère lissa sa robe comme si de rien n'était. Fiona avait cessé d'applaudir, mais arborait toujours ce sourire cruel et ses cris. Aucune rage, juste une immobilité calculée tandis qu'il mémorisait ce moment. Chaque visage, chaque réaction, chaque personne qui avait choisi de regarder un enfant se faire frapper sans rien faire. « Viens, ma chérie. » Il posa doucement sa main sur l'épaule de Willow. « On va te nettoyer. » Ils traversèrent la foule silencieuse des invités en direction de la maison. Personne ne parla. Personne ne proposa d'aide. Personne ne s'excusa. Plus tard dans la soirée, Lévi se tenait dans son atelier, plongé dans le chaos ordonné de ses projets. Circuits. Imprimés et composants d'automatisation s'alignaient sur les étagères en rangées précises. Son établi contenait des prototypes à moitié finis pour des clients qui faisaient confiance à son approche méthodique des problèmes complexes. La maison était silencieuse. Taran s'était couché sans lui adresser la parole. Willow était dans sa chambre, probablement en train de dessiner. C'était sa façon de gérer les émotions difficiles. Personne ne s'était excusé. Ni sa femme, ni sa belle-mère, ni même sa belle-sœur, qui avait transformé un moment de douleur en divertissement. Il déverrouilla son ordinateur portable et ouvrit un dossier crypté qu'il conservait depuis des mois. Documents, photos, relevés financiers, un catalogue minutieux de chaque affront, de chaque commentaire cruel, de chaque instant. Lorsque sa famille eut choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, ce soir-là, il avait apporté la dernière pièce, il composa le premier numéro. Le bureau de l'ENAPO. Ici le répondeur. Ici Lévi Granger. Je dois prendre rendez-vous en urgence avec Madame Pau concernant la garde des enfants et la procédure de divorce. Demain si possible. Je lui dirai de vous appeler demain matin, Monsieur Granger. Le deuxième appel a été adressé à une ligne d'assistance téléphonique qu'il avait consultée mais qu'il n'avait jamais utilisée. Les services de protection de l'enfance. Comment puis-je vous aider? Je dois signaler des violences physiques sur mineurs. L'enfant a été frappé par sa grand-mère devant témoin. J'ai des preuves vidéo. Pouvez-vous me donner le nom de l'enfant et son adresse actuelle? Willow Granger. Elle est en sécurité avec moi maintenant, mais je dois documenter officiellement cet incident. Le troisième appel était destiné à Will Jeffer, un expert comptable judiciaire avec qui il travaillait sur des projets d'automatisation d'entreprise. Will, c'est Lévi Granger. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de personnel. Protection des biens et documentation financière pour une procédure de divorce. Seigneur, Lévi, je suis désolé d'apprendre ça. Quand avez-vous besoin que ce soit fait? Hier. Après avoir raccroché, Lévi se tenait dans le silence de son atelier. Des outils étaient accrochés en parfait ordre sur des panneaux perforés. Ces projets attendaient à différents stades d'achèvement. Chacun représentait un problème qui pouvait être résolu avec patience et précision. Il pensa au visage dans ce jardin. 55 personnes qui avaient vu un enfant se faire frapper sans rien dire. Sa femme qui avait reproché à leur fille d'avoir été blessée. Sa belle-mère qui avait utilisé la violence pour résoudre un accident mineur. Sa belle-sœur qui avait célébré la cruauté qu'il pensait être faible. Passif. Quelqu'un qui absorberait leur poison et en redemanderait. Ils étaient sur le point de comprendre à quel point ils avaient tort. Les souvenirs revenaient par fragments lors des moments de calme, des conversations au petit déjeuner qui se transformaient en critiques. Des trajets en voiture remplis de commentaires passifs-agressifs. Des séances de thérapie où il avait appris des mots pour des choses qu'il avait toujours ressenties mais qu'il n'avait jamais nommées, 3 mois plus tôt. Lors d'une consultation de Willow avec sa thérapeute, Nora Wynne avait utilisé une expression qui lui était restée en tête, violence psychologique.
Willow montre des signes d'hypervigilance envers les figures d'autorité. Nora avait expliqué après la séance qu'elle guettait constamment des signes de désapprobation ou de colère. Ce n'est pas normal pour un enfant de son âge. Quelle en est la cause? Généralement, cela se développe lorsqu'un enfant vit dans un environnement où les critiques et le rejet sont imprévisibles mais fréquents. Ils apprennent à repérer les signes avant-coureurs pour se protéger. Levi avait considéré le style parental de Taran, sa façon de traiter Willow, comme un projet à réparer plutôt qu'une enfant qui avait besoin de soutien. Comment elle avait critiqué les centres d'intérêt de Willow, sa façon d'organiser sa chambre, et même sa façon d'évoluer dans le monde. Elle est tellement bizarre, Levi, avait dit Taran un matin, après que Willow eut passé une heure à ranger son matériel artistique par dégradé de couleurs. Les enfants normaux ne font pas ce genre de choses. Elle organise son matériel. Ça l'aide à se concentrer. C'est obsessionnel. Elle doit apprendre à être plus flexible. Mais la flexibilité, dans le monde de Taran, signifiait se conformer à des normes qui changeaient sans prévenir. Être plus sociable, mais pas trop bruyante. Être créative, mais pas au point de gêner la famille. Être intelligente, mais pas au point de mettre les autres mal à l'aise. Marlène avait été encore plus directe dans sa désapprobation. Cet enfant a besoin de structure, avait-elle annoncé lors d'une de ses visites. Toutes ces absurdités artistiques ne font que l'encourager à être encore plus antisociale. Elle devrait participer à des activités avec d'autres enfants, acquérir de bonnes compétences sociales. Elle suit des cours d'art avec d'autres enfants. Je veux dire des activités normales, des cours de danse, des leçons de savoir-vivre, des choses qui l'aideront à mieux s'intégrer. Levi avait observé le visage de sa fille pendant ces conversations. Willow avait appris à rester parfaitement immobile lorsque les adultes parlaient d'elle comme si elle n'était pas présente. Son expression devenait soigneusement neutre, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains s'agitaient avec ce qu'elle tenait. Le point de rupture était survenu 6 semaines plus tôt, lors d'un dîner de famille chez Marlène. J'avais trouvé un excellent programme pour les enfants ayant les mêmes difficultés que Willow, que Marlène m'avait annoncé au dessert. C'est un camp résidentiel de modification du comportement dans le Tennessee. Ils sont spécialisés dans l'apprentissage des réponses sociales appropriées aux enfants. Quel genre de programme? Avait demandé Levi. Ils travaillent avec des enfants qui ont des difficultés à s'intégrer dans des situations sociales normales. Les résultats sont assez impressionnants. La plupart des enfants rentrent à la maison beaucoup plus dociles et plus aptes à fonctionner dans un environnement normal. Levi s'était renseigné sur l'endroit ce soir-là. Modification du comportement, formation à la conformité, thérapie de conversion déguisée en formation aux compétences sociales. Le genre d'endroit où l'on prend des enfants qui pensent différemment et où l'on essaie de les forcer à entrer dans des moules préétablis. Absolument pas Levi, sois raisonnable. Taran avait dit que Willow avait clairement besoin de plus d'aide que ce que nous pouvons lui apporter à la maison. C'est peut-être exactement ce dont elle a besoin pour devenir plus normale. Elle n'a pas besoin de devenir plus normale. Elle a besoin d'être soutenue pour ce qu'elle est. Ce qu'elle est ne fonctionne pas Levi, regarde-la. Elle n'a pas d'amis. Elle passe tout son temps seule avec ses projets artistiques. Elle a du mal à gérer les situations sociales les plus courantes sans s'effondrer. Elle gère bien les situations sociales quand on ne la critique pas constamment pour sa propre personne. Cette dispute avait duré jusqu'à 2 heures du matin. Taran l'avait accusée d'avoir favorisé les problèmes de Willow. Marlène l'avait appelé le lendemain pour lui expliquer comment son éducation permissive nuisait à l'avenir de leur petite fille. Même Fiona avait donné son avis, suggérant que l'attachement émotionnel de Levi à Willow l'empêchait de prendre des décisions rationnelles concernant sa garde. Ils étaient tous d'accord pour dire que Willow était le problème, que ces différences étaient des défauts à corriger plutôt que des traits à comprendre et à soutenir. Aucun d'eux n'avait pris la peine de demander à Willow ce qu'elle voulait, comme Levi le lui avait demandé. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un dessin détaillé de leur jardin, que ressens-tu quand grand-mère et maman parlent de te changer? Willow avait levé les yeux de son carnet de croquis, considérant la question avec la même attention qu'elle accordait à tout le reste. Jean, je suis brisé. Tu ne le es pas, ma chérie. Alors pourquoi veulent-ils tout le temps me réparer? Levi s'était agenouillé près de sa chaise, regardant le dessin sur lequel elle travaillait. Chaque feuille était rendue avec un détail parfait, chaque pétale de fleur ombrée de subtils dégradés de couleurs. C'était l'œuvre de quelqu'un qui voyait la beauté dans la complexité, qui trouvait du sens dans des détails que d'autres négligeaient parce qu'ils ne comprenaient pas que différent ne signifie pas mal.
Nous les avons laissés faire semblant d'en arriver là. Jamais. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à planifier discrètement et méthodiquement, à monter un dossier pour la garde de sa fille afin de la protéger de ceux qui la considéraient comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à aimer. Une semaine après la fête, Lévi entra dans l'école de Willow, une chemise en papier craft chargée de documents. Les couloirs sentaient le produit de nettoyage et l'enfance, un mélange d'espoir et d'efficacité institutionnelle qui lui rappelait pourquoi il avait choisi cette école privée. Le bureau administratif était décoré de dessins d'élèves et de certificats de réussite. Madame Rodriguez, la secrétaire de l'école, leva les yeux de son ordinateur avec une chaleur professionnelle. Monsieur Granger, ravi de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois mettre à jour le dossier scolaire de Willow avec des documents importants. Le docteur Martinez est-il disponible? Le docteur Martinez, la directrice de l'école, était une femme d'une cinquantaine d'années qui s'était forgé une réputation en créant des espaces sûrs pour les enfants qui ne correspondaient pas aux normes éducatives traditionnelles. C'est elle qui avait suggéré de tester Willow pour les troubles du spectre autistique, car elle avait soutenu les aménagements qui avaient aidé sa fille à réussir scolairement. Bien sûr. Entrez. Son bureau était chaleureux et accueillant, avec des chaises confortables et des murs tapissés de livres sur le développement de l'enfant et la philosophie de l'éducation. Lévi prit la chaise en face de son bureau et ouvrit le dossier. Je dois documenter officiellement un incident de violence physique impliquant Willow. L'expression du docteur Martinez se transforma en une attention attentive. Dites-moi ce qui s'est passé. Lévi lui raconta les événements de la fête de Marlène, le vin renversé, la gifle, les réactions des autres membres de la famille. Il sortit des copies imprimées des images brutes des photographes, les témoignages de 2 invités qui avaient été suffisamment gênés pour le contacter par la suite, et des photos du bleu sur la joue de Willow prises le lendemain matin. C'est inquiétant, monsieur Granger. Quelles mesures prenez-vous? J'ai déposé un rapport auprès des services de protection de l'enfance et je demande des modifications légales de garde, mais je dois informer l'école que Marlène Bridger n'est plus autorisée à avoir de contact avec Willow pendant les heures de cours. Elle ne doit pas venir la chercher, lui rendre visite, ni avoir accès à son dossier scolaire. Je vais mettre son dossier à jour immédiatement. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir? Taran pourrait essayer d'inscrire Willow à un programme de modification du comportement contre ma volonté. Je suis seul habilité à prendre des décisions concernant son éducation et sa thérapie, et je veux que cela soit clairement consigné dans son dossier. Le docteur Martinez a pris des notes dans le dossier de Willow pendant leur conversation. Elle avait vu suffisamment de situations familiales difficiles pour reconnaître les signes avant-coureurs d'une bataille pour la garde de l'enfant. Comment Willow gère-t-elle tout cela? Elle est résiliente, mais elle est aussi soulagée de savoir que quelqu'un la protège enfin des membres de sa famille qui voient ces différences comme des problèmes à résoudre. Après avoir quitté l'école, Lévi a traversé la ville pour rencontrer Nora Wynne, la thérapeute de Willow. Son cabinet se trouvait dans une maison victorienne reconvertie, avec un éclairage tamisé et un mobilier confortable conçu pour mettre les enfants à l'aise. Je mets à jour mon évaluation clinique sur la base de l'incident que vous avez décrit, a déclaré Nora en examinant ses notes. Willow présente des signes de réaction au traumatisme, d'hypervigilance, de repli sur soi et de peur de faire des erreurs. Les violences physiques qu'elle a subies correspondent au schéma de maltraitance psychologique que nous avons abordé. Pouvez-vous documenter cela dans son dossier? Je prépare un rapport complet pour la procédure judiciaire. Il inclura mon avis professionnel selon lequel des contacts continus avec les membres de la famille qui ont participé ou cautionné les abus seraient préjudiciables à la santé mentale et au développement de Willow. Pendant ce temps, à la maison, Taran découvrait que certaines commodités avaient disparu de sa vie. Le compte courant joint qui payait ses dépenses personnelles avait été gelé pour des raisons de sécurité. Les cartes de crédit liées au compte de Lévi avaient été refusées lorsqu'elle avait essayé de les utiliser dans ses magasins habituels. Même les prélèvements automatiques pour son abonnement à la salle de sport et ses services d'abonnement avaient été suspendus. Que se passe-t-il avec nos comptes? Demanda-t-elle ce soir-là, trouvant Lévi dans son atelier. Il leva les yeux du circuit imprimé. Il était en train de souder, l'expression calme et indéchiffrable. Je suis en train de revoir notre structure financière pour des raisons de sécurité. Tout devrait être réglé bientôt. Comment? Je n'ai même pas pu payer mon déjeuner aujourd'hui. Utilisez votre compte personnel. Mon compte personnel contient peut-être $300. Toutes nos dépenses courantes proviennent des comptes joints. Ensuite, il faudra virer de l'argent de tes économies.
Taran le fixa comme s'il lui avait suggéré de construire une fusée. Son compte d'épargne personnel contenait environ 47 $. Elle n'avait jamais ressenti l'utilité de gérer des finances séparées alors que le salaire d'ingénieur de Lévi couvrait tout. C'est ridicule, Lévi. Appelle la banque et règle le problème. Tout va bien. Je fais juste plus attention à notre sécurité financière. Les jours suivants, Taran remarqua d'autres changements. Lévi travaillait plus tard que d'habitude, mais il ne parlait plus de ses projets comme d'habitude. Il était devenu plus calme, plus concentré, comme s'il se concentrait sur quelque chose qui requérait toute son attention. Le changement devint impossible à ignorer lors du dîner du vendredi soir chez Marlène, une tradition hebdomadaire que Lévi avait tolérée pour la paix familiale. Marlène avait préparé son habituel repas élaboré, avec plusieurs plats et des jeux formels. Elle tenait la cour en bout de table, discutant de ses projets de retraite et des diverses obligations sociales qui occuperaient son temps nouvellement disponible. J'ai réfléchi à l'emploi du temps de Willow pour l'été, annonça-t-elle en dégustant le plat principal. Il y a un super camp de savoir-vivre en Virginie qui lui conviendrait parfaitement. 3 semaines d'entraînement intensif aux compétences sociales avec d'autres enfants de bonne famille, continua Lévi en coupant son steak avec une précision méthodique. Willow ne participera à aucun camp cet été. Ne sois pas ridicule, Lévi. L'enfant a besoin de structure et d'interaction sociale avec des camarades appropriés. Elle en a beaucoup grâce à ses cours d'art plastique et à ses camarades de classe. Fiona rit de l'autre côté de la table. Tu parles de ces autres enfants bizarres qu'elle fréquente ? Ce n'est pas vraiment une préparation pour la vraie vie. La vraie vie a besoin de gens qui pensent différemment. Tout le monde n'est pas obligé de rentrer dans le même moule. Marlène posa sa fourchette avec une sorte de contrôle délibéré qui annonçait un sermon imminent. Lévi, j'ai été patient avec ton approche parentale, mais Willow a clairement des difficultés avec les compétences sociales de base. Elle a besoin d'une intervention professionnelle pour l'aider à adopter les bons comportements. Elle a besoin de membres de sa famille qui l'acceptent telle qu'elle est. Au lieu d'essayer constamment de la changer, nous essayons de l'aider à devenir un membre fonctionnel de la société. Vous essayez de la briser pour qu'elle soit plus facile à contrôler. Le silence qui suivit était chargé de 13 ans de tension accumulée. Le visage de Marlène rougit d'indignation. Taran regarda tour à tour son mari et sa mère comme s'il regardait un match de tennis. Je crois que Marlène a dit avec précaution que vous êtes trop investi émotionnellement dans cette situation pour prendre des décisions rationnelles sur ce qui est le mieux pour Willow. Lévi posa son couteau et sa fourchette sur son assiette avec un alignement parfaitement parallèle. Il regarda sa belle-mère droit dans les yeux, l'air parfaitement calme. Vous ne la verrez pas en dehors des visites surveillées. Les rires des 3 femmes en même temps, surpris, dédaigneux, comme s'il avait raconté une blague qu'elle n'avait pas comprise. Ne dramatise pas, Lévi, dit Terence. Tu ne peux pas décider comme ça qu'on ne peut pas voir Willow. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Fiona se pencha en avant avec l'intérêt prédateur de quelqu'un qui sent une faiblesse. Tu te crois maître de la situation ? Tu crois pouvoir nous exclure de notre vie simplement parce que tu es en désaccord avec nos méthodes ? Lévi se leva de table, les gestes contrôlés et réfléchis. Il les regarda tous et se tourna vers sa femme, sa belle-mère, sa belle-sœur, dressant l'inventaire de leurs expressions d'amusement dédaigneux. Tu crois que je bluffe ? On sait que tu bluffes, dit Marlène. Tu n'as pas le cran de mettre à exécution de telles menaces. Lévi se dirigea vers la porte d'entrée, prit sa veste dans le placard de l'entrée et retourna dans la salle à manger où les 3 femmes étaient toujours attablées, l'observant avec plus ou moins de suffisance. Tu as frappé ma fille. C'était ta première erreur. Il les regarda toutes droit dans les yeux. Ta seconde a été de penser que je ne ferais rien. Les notifications de paiement automatique ont commencé à arriver mardi matin. Taran fixa l'écran de son téléphone dans la cuisine, lisant le même message 3 fois avant que les mots ne s'enregistrent. Paiement échoué, fonds insuffisants. La société de crédit immobilier, puis la compagnie d'électricité, puis l'école privée qui facturait plus par semestre que la plupart des gens ne gagnaient en 6 mois. Lévi, appela TL en direction de son atelier. Il y a un problème avec les comptes bancaires. Il sortit du garage en s'essuyant les mains sur un chiffon propre, l'air neutre comme la Suisse. Quel genre de problème ? Tous les paiements automatiques sont refusés. Le prêt immobilier, les charges, les frais de scolarité de Willow, tout. Il examina les notifications sur son téléphone. Avec la même attention, il remarqua les équipements défectueux. C'est inquiétant.
Inquiétant? Lévi, c'est notre maison, notre électricité, l'éducation de notre fille. En fait, dit-il en lui rendant son téléphone. C'est ma maison, mes charges, l'éducation de ma fille. Ces mots la frappèrent comme un coup de froid. Taran n'avait jamais prêté attention à qui figurait sur quel document. Lévi s'occupait de tous les détails financiers pendant qu'elle se concentrait sur les aspects sociaux de leur vie. Compte bancaire, prêts immobiliers, police d'assurance, ce n'étaient que des papiers ennuyeux qui apparaissaient et disparaissaient sans qu'elle ait à intervenir. Ne sois pas ridicule. Nous sommes mariés. Tout est partagé. Les lois sur la propriété communautaire varient selon les États et les situations. La voix de Lévi était la même qu'il utilisait pour expliquer des concepts techniques à ses clients. La Caroline du Sud applique les principes de partage équitable, mais certains biens restent des biens propres, quel que soit le statut matrimonial. De quoi parlez-vous? La maison a été achetée avant notre mariage avec les fonds de mon héritage. Elle n'a jamais été légalement convertie en copropriété. Les charges sont à mon nom. Le compte scolaire de Willow est alimenté par mon compte courant professionnel. Taran sentit un frisson la traverser. Vous nous coupez les vivres parce que vous êtes en colère à cause de la fête. Je ne suis pas en colère. Je suis stratégique. Stratégique à propos de quoi? Mais Lévi était déjà retourné à son atelier, la laissant seule avec un téléphone rempli de notifications de défauts de paiement et la prise de conscience croissante que sa vie confortable reposait sur des fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner. Je dis oui. Les conséquences étaient impossibles à ignorer. L'électricité avait été coupée pour non-paiement, laissant la maison dans le noir et le silence. La compagnie des eaux avait envoyé un dernier avis. Même le service de ramassage des ordures ménagères avait été suspendu. Marlène arriva à l'improviste cet après-midi-là, sa Mercedes ronronnant dans l'allée comme un chat de luxe. Elle entra par la porte d'entrée. Elle n'avait même pas pris la peine de frapper à la porte de sa fille et trouva Taran assis à la table de la cuisine, entouré de factures impayées. Que diable se passe-t-il ici? L'électricité est coupée. Lévi a perdu la tête. Il a arrêté de tout payer. Les yeux de Marlène se plissèrent, avec l'expression calculatrice qu'elle arborait lorsqu'elle résolvait des problèmes qui menaçaient la réputation de sa famille. Où est-il? Au travail. Il part tôt et rentre tard. Il me parle à peine. Il fait comme si de rien n'était. Et Willow est à l'école. Dieu merci, il payait encore, du moins pour l'instant. Marlène sortit son téléphone et appela sa banque. Je vais virer de l'argent pour payer les charges. On ne peut pas laisser des voisins voir cette maison. Sans électricité, ça nous fait tous mal. Mais en essayant d'accéder aux informations du compte de Taran, elle découvrit un autre problème. Le compte joint qu'elle utilisait pour financer les dépenses du ménage avait été fermé. La carte de crédit qu'elle co-signait pour les urgences avait été annulée. Même le petit compte courant qu'elle avait ouvert des années auparavant pour donner à Taran son indépendance avait été gelé dans l'attente d'une enquête pour fraude. Il m'a exclu de tout, dit Taran, voyant le visage de sa mère osciller entre confusion, colère et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Je n'ai accès à aucun argent, sauf à mon compte d'épargne personnel. Combien y a-t-il? 47 $. Le silence qui suivit fut empli du bruit de leur vie qui se déroulait. Marlène avait construit toute son identité sociale autour de son rôle de matriarche familiale qui résolvait les problèmes d'argent et de relations. Taran avait construit la sienne autour de son rôle d'épouse d'ingénieur prospère, qui n'avait jamais à se soucier des détails banals comme le paiement des factures. Ni l'une ni l'autre ne s'était préparé à un scénario où les vies cesseraient tout simplement de jouer selon leurs règles. On prendra des avocats, dit Marlène. Finalement, il ne peut pas se séparer de sa propre famille. Avec quel argent? Vous venez de dire que tous les comptes sont gelés. J'ai mes propres ressources. Et vous, car j'ai essayé d'utiliser la carte de crédit que vous m'aviez donnée pour les urgences, mais elle a été refusée. Le visage de Marlène s'est figé. Elle a sorti son téléphone et a appelé sa banque personnelle, celle qu'elle utilisait depuis 40 ans, où les gérants la connaissaient par son nom et la traitaient comme une reine en visite. Ici Marlène Bridger. Je dois vérifier l'état de mon compte courant personnel. Comment ça, il y a un blocage sur le compte? Un audit de l'IRS exige quel type de document? Non, je n'ai reçu aucun avis. Elle a raccroché avec le regard scrupuleux de quelqu'un qui essaie de ne pas casser des objets coûteux. Que se passe-t-il? A demandé Taran.
Il semble y avoir des questions concernant des déductions pour dons de charité que j'ai demandé l'année dernière. La banque a gelé le compte en attendant la résolution. Ce que Marlène n'a pas mentionné, c'est l'information anonyme qui avait donné lieu à l'audit, un rapport détaillé suggérant que sa fondation caritative avait demandé des déductions pour dépenses personnelles et contributions politiques. Le genre d'information qui nécessitait une connaissance approfondie de ses dossiers financiers et de ses pratiques de classement. Le genre d'information qui pourrait provenir d'une personne ayant accès à des services d'expertise comptable judiciaire. Le cabinet d'avocats de l'ENAPO occupait le 3e étage d'un bâtiment historique reconverti en centre-ville, où murs en briques apparentes et technologies modernes créaient une atmosphère de compétence intemporelle. C'était une femme d'une 50aine d'années qui s'était forgé une réputation en défendant des parents dans des litiges pour la garde de leurs enfants contre des adversaires riches et influents. J'ai examiné toute la documentation que vous avez fournie, dit-elle en désignant les épais dossiers étalés sur sa table de conférence. Vous avez été minutieux. Lévy était assis en face d'elle, la regardant classer les preuves qu'il avait rassemblées pendant des mois. Des dossiers scolaires attestant de la réussite scolaire de Willow. Des rapports thérapeutiques attestant de violences psychologiques. Des relevés financiers prouvant sa capacité à fournir un soutien stable. Des références de personnalités de professeurs, de voisins et de collègues. La vidéo de la fête est particulièrement convaincante. Léna poursuivit, la violence physique contre un enfant devant témoin constitue un fondement solide pour les ordonnances de protection. Qu'en est-il de la garde? Compte tenu des preuves de maltraitance et du fait que vous en avez été le principal responsable, je suis convaincu que nous pouvons obtenir la garde temporaire de l'âme. La question est de savoir si nous pouvons la rendre permanente. Que faudrait-il pour cela? Nous devons démontrer un comportement qui met Willow en danger. L'incident de la gifle est grave, mais les tribunaux aux affaires familiales préfèrent examiner plusieurs cas de comportement préoccupants plutôt que des événements isolés. Lévy ouvrit un autre dossier, celui-ci contenant des courriels imprimés, des SMS et des conversations téléphoniques enregistrées. Des mois de documentation montrant l'attitude dédaigneuse de Taran envers les besoins de leur fille, les tentatives de Marlène de saper ses décisions parentales et les commentaires cruels de Fiona sur les différences de Willow. Comment avez-vous obtenu tout cela? La Caroline du Sud est un État où le consentement des parties est un principe de consentement unique pour l'enregistrement des conversations. Les courriels et les SMS ont été envoyés sur mes comptes personnels. Les relevés financiers proviennent de comptes que j'ai ouverts et gérés de manière indépendante. Léna sourit avec la satisfaction d'une professionnelle qui apprécie une préparation minutieuse. Vous planifiez cela depuis un certain temps depuis que Willow a reçu un diagnostic d'autisme et ils ont commencé à parler de la réparer. Parlons de stratégie. Nous déposerons la garde temporaire d'urgence en fonction de l'incident de violence physique. Simultanément, nous demanderons aux ordres de protection empêchant Marlène d'avoir un contact sans surveillance avec Willow. Nous demanderons également une utilisation exclusive de la résidence matrimoniale pendant la procédure. La maison n'est pas une propriété matrimoniale. Je l'ai achetée avant le mariage avec des fonds de succession. Encore mieux, cela élimine une complication potentielle. Ils ont passé les 2 heures suivantes à fabriquer des documents juridiques qui remodèleraient toute la structure de sa famille, des pétitions de garde, des ordonnances de contente, des divulgations financières. Chaque forme était un outil conçu pour protéger sa fille des personnes qui ont vu ces différences comme des défauts. Le photographe qui avait couvert la fête de retraite de Marlène était un pigiste du nom de David Chin, spécialisé dans les événements d'entreprise et les célébrations de la famille. Son contrat comprenait une clause standard sur la fourniture de séquences brutes aux clients sur demande, bien que la plupart des gens soient satisfaits des faits saillants édités. Lévy n'était pas la plupart des gens. J'ai besoin de toutes les images non éditées de la fête de Bridget la semaine dernière, a-t-il dit, rencontrant David dans un café près du studio de photographe. Tout ce que vous avez tiré dans l'ordre chronologique. C'est beaucoup de séquences. La plupart des gens veulent juste les points forts. Je ne suis pas la plupart des gens. David a remis un disque dur contenant 6 heures de fichiers vidéo bruts. Puis-je vous demander pourquoi vous avez besoin de tout cela? Fin de documentation. Les images étaient exactement ce que Lévy avait espéré. Plusieurs angles de caméra de l'incident de renversement de vin, la gifle, les applaudissements de Fiona et le commentaire cruel de Taran. Mais plus important encore, il a capturé les réactions des 55 invités qui avaient été témoins des abus et ne faisaient rien. Certains avaient l'air mal à l'aise. D'autres semblaient gênés. Quelques-uns semblaient choqués par la violence de Marlène, mais aucun d'entre eux n'était intervenu.
Aucun d'entre eux n'avait parlé pour un enfant de 12 ans qui avait été frappé pour un accident. Lévy a édité les images jusqu'à une compilation en 3 ingénies qui racontait l'histoire avec une clarté dévastatrice. Erreur innocente de Willow. La violente réaction violente de Marlène. La célébration cruelle de la famille de la douleur d'un enfant. Le silence complice de tous ceux qui l'ont regardé se produisent qu'il a téléchargé la vidéo sur un compte anonyme sur plusieurs plateformes de médias sociaux en utilisant des paramètres de confidentialité qui ont rendu impossible de le retracer. Il a ensuite envoyé des liens vers des médias locaux. Organisation de défense des enfants et plusieurs éminents avocats en droit de la famille dans la région de Charleston. La vidéo est devenue virale dans les 48 heures. Le premier signe que quelque chose avait changé est venu lorsque le coiffeur de Marlène a canalisé son rendez-vous hebdomadaire debout. Je suis désolé, Madame Bridger, mais j'ai été réservé au prochain mois. La réceptionniste a dit, sa voix portant le genre de douceur artificielle qui a suscité des ennuis. Vous pourriez peut-être essayer le salon sur la rue de la Réunion. Le salon de Meeping Street était l'endroit où les femmes de la classe moyenne ont opté pour des coupes et des couleurs de base. Ce n'était absolument pas là que Marlène Bridger a fait coiffer les cheveux. C'est ridicule. Je viens ici depuis 15 ans. Je comprends votre frustration, mais notre horaire est complètement plein. Marlène a raccroché et a immédiatement appelé le country club pour confirmer son déjeuner et sa réservation pour jeudi. L'hôte l'a suspendu pendant un temps inhabituellement longtemps avant de revenir avec un regret apologétique. J'ai peur qu'il y ait eu un mélange avec les réservations. Madame Bridger, ce tableau a déjà été affecté à une autre partie. Ensuite, donnez-moi une table différente. Malheureusement, nous sommes entièrement réservés pour les prochaines semaines. Mercredi, Marlène a compris que quelque chose de systématique se produisait. Son partenaire de tennis avait canalisé son match hebdomadaire en raison de conflits d'horaire. La réunion auxiliaire de la dame qu'elle devait accueillir avait été mystérieusement transférée au domicile d'un autre membre. Même son amie de longue date, Eleanor Morrison, avait été inhabituellement brève lors de leur conversation téléphonique. Avez-vous vu cette vidéo, Marlène? Eleanor avait demandé à sa voix serrée de désapprobation. Quelle vidéo? Celui de votre fête de retraite. C'est partout sur Facebook. Les gens parlent. Marlène a trouvé une vidéo ce soir-là assise seule dans son salon sombre avec son ordinateur portable équilibré sur ses genoux. Se regarder Slap Willow était assez mauvais. Voir les applaudissements moqueurs de Fiona et le commentaire cruel de Taran Lagrave. Mais la véritable horreur était de regarder les réactions de son cercle social soigneusement cultivé. Les gens qu'elle avait considérés comme des amis semblaient dégoûtés. Les voisins qu'elle connaissait depuis des décennies semblaient choqués et inconfortables. Même le pasteur de son église semblait visiblement perturbé par ce qu'il avait été témoin. La vidéo avait été partagée des centaines de fois avec des commentaires allant de l'indignation au cœur brisé. Quelqu'un l'avait identifié par son nom avec Taran et Fiona. Leurs profils de médias sociaux étaient inondés de critiques d'étrangers qui avaient vu une grand-mère frapper son petit enfant et la trouver impardonnable. Alors que Marlène découvrait les conséquences de l'infamie virale, Taran était confronté à des problèmes plus immédiats. L'électricité a été restaurée après que Marlène a réussi à payer la facture, mais d'autres services sont restés suspendus. Les ordures s'accumulaient. La pression de l'eau était sporadique. Même le service Internet a été menacé de déconnexion. Je ne comprends pas comment cela s'est produit si vite, a-t-elle dit à Fiona lors d'une réunion d'urgence dans l'appartement de sa sœur. Il y a une semaine, tout était normal. Maintenant, je ne peux même pas payer pour l'épicerie. C'est Lévy. Il a planifié cela. Planifié quoi? De détruire sa propre famille, de nous punir pour ne pas avoir accepté sa précieuse fille comme elle est. L'appartement de Fiona était plus petit que Taran était habitué, rempli du type de meubles provenant des magasins à prix réduit plutôt que des décorateurs d'intérieur. C'était un rappel que tout le monde dans sa famille ne s'était pas bien marié et que la sécurité financière était plus fragile qu'elle ne semblait. Nous devons riposter, a déclaré Fiona. Obtenez des avocats. Contestez tout ce qu'il fait devant le tribunal. Faites-lui payer pour essayer de nous contrôler. Avec quel argent? Tout ce que j'avais accès était lié à ses comptes. Je vais aider. Ma campagne a des fonds discrétionnaires que nous pouvons utiliser. Mais Fiona a été sur le point de subir son propre coup. Avec un dossier épais de documents financiers qui ont détaillé toutes les dépenses douteuses que sa campagne a fait au cours des 2 ans. Les opérations avaient passé des mois à construire une affaire contre elle.
avait été embauché plus pour ses relations politiques que sa compétence. Il provient d'une demande de la Freedom of Information Act. Quelqu'un a demandé tous les dossiers financiers liés à vos activités de bureau et de campagne. Qui l'a demandé? La demande a été déposée de manière anonyme par l'intermédiaire d'un cabinet juridique en Colombie. Ils ont suivi toutes les procédures appropriées, nous avons donc dû nous conformer. Fiona regarda les documents répartis sur son bureau, voyant des années de manœuvres politiques minutieuses sur le point de s'effondrer dans une enquête scandale et criminelle. Ses rêves d'office supérieur s'évaporaient en temps réel, remplacés par la possibilité très réelle de conséquences juridiques. C'est Lévy, a-t-elle dit. D'une manière ou d'une autre, c'est Lévy. Son directeur de campagne avait l'air confus. Votre beau-frère, l'ingénieur, comment sait-il sur tout cela? Fiona n'a pas répondu, mais elle pensait au système d'automatisation, à l'analyse des données, sur le type de résolution de problèmes méthodiques qui pourrait démêler des réseaux complexes de relations financières et les présenter dans une clarté dévastatrice. Elle pensait à un homme qui avait passé des années à observer tranquillement le comportement de sa famille alors qu'il le rejetait comme faible et passif. Un homme qui a apparemment compris exactement à quel point l'enquête précise des patients pourrait infliger les gens qui avaient été insouciants avec leurs secrets. Le téléphone a sonné. Son identifiant de l'appelant a montré le numéro de Tarrant. Avez-vous vu les documents de garde? La voix de Tarrant tremblait. Quelle paperasse de garde? Lévy a déposé une demande de garde d'urgence. Il y aura une audience la semaine prochaine. Il essaie de m'éloigner Willow de moi. Fiona a examiné les documents d'enquête d'éthique, puis sur son téléphone, affichant la panique de sa sœur. Lévy n'essaie pas de vous éloigner de Willow, dit-elle lentement. Il l'éloigne de nous tous. Le bâtiment du tribunal de la famille du comté de Charleston était un monument à l'efficacité bureaucratique. Tout le verre et l'acier conçus pour traiter la tragédie humaine avec un débit maximal. Lévy est arrivé 30 minutes plus tôt avec une mallette en cuir qui contenait 2 ans de documentation minutieuse. Lena Poe s'est rencontrée dans le hall, son expression professionnellement confiante, mais pas trop confiante. Elle avait traité suffisamment de cas de garde pour savoir que les juges du tribunal de la famille avaient vu toutes les variations de la cruauté humaine et n'étaient pas facilement impressionnés par la préparation. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé alors qu'il marchait vers le ascenseur. « Prêt ?» L'autre côté essaiera de vous peindre comme vindicatif. Un père utilisant sa fille pour punir sa femme pour des problèmes conjugaux. Vous devez rester calme, peu importe ce qu'ils disent. Lévy a ajusté sa cravate bleu marine. Conservateur, le genre porté par des hommes fiables qui ont payé leurs impôts et entraîneurs Little League. Ils peuvent me payer comme ils le souhaitent. Les preuves parlent de lui-même. La salle d'audience 3B était plus petite que ce à quoi il s'attendait avec des murs en bois et un éclairage fluorescent qui faisait que tout le monde soit légèrement jaunard. La juge Patricia Andry a présidé derrière un banc surélevé. Ses cheveux gris se sont retirés dans un chignon non décis qui a suggéré qu'elle avait entendu toutes les excuses et l'histoire de Sob imaginable. Tarrant s'est assis à la table de l'accusé avec un avocat nommé par le tribunal qui avait l'air fraîchement sorti de la faculté de droit. Elle a habillé une jupe soigneusement modeste, un chemisier conservateur, des bijoux minimaux, le costume d'une mère inquiète qui se bat pour son enfant. Marlène s'est assise directement derrière elle dans la galerie, portant une expression de dignité blessée qui a suggéré qu'elle a été victime d'un terrible malentendu. Fiona était notamment absente. Son enquête éthique avait progressé vers des accusations criminelles et son avocat avait conseillé de comparaître dans toute procédure judiciaire qui pourrait générer un examen supplémentaire. Il s'agit d'une audience pour la garde temporaire d'urgence. Le juge Hendricks a annoncé, « Monsieur Granger, votre avocat peut présenter des preuves soutenant la pétition. » Lena s'est levée et a approché le banc avec une confiance pratique de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois. « Votre honneur, nous demandons des abus uniques immédiats. Nous avons des vidéos, des preuves, des énoncés de témoignages et des évaluations professionnelles qui démontrent un enfant est dans un danger immédiat si elle reste dans un environnement actuel. L'ordinateur portable est connecté au système d'affichage de la salle d'audience. Vous serrez à droite, Willow. Laissez des ecchymoses visibles. Lena a poursuivi, affichant des photos prises le matin après la fête. Cela a été observé par plusieurs adultes qui n'ont rien fait pour intervenir ou protéger l'enfant. L'avocat de Tarrant s'est opposé. Votre honneur, ce fut un incident isolé, un moment de mauvais jugement lors d'une réunion de famille stressante. Cela ne représente pas un modèle d'abus. En fait, il le fait, répondit Lena, ouvrant un autre dossier.
Nous avons une documentation des abus émotionnels systématiques s'étendant sur plusieurs années. À plusieurs reprises, ces différences neurologiques sont des défauts à corriger plutôt que des traits à soutenir. Nora Wynn, le thérapeute de Willow, a pris la position des témoins portant le genre de tenue professionnelle qui a suggéré la compétence sans intimidation. À mon avis professionnel, elle a déclaré, une exposition continue aux membres de la famille qui considèrent son autisme comme un problème à résoudre serait préjudiciable à la santé et au développement mentaux de Willow. Elle a montré une amélioration significative des environnements où ces différences sont acceptées et soutenues. Quel genre d'amélioration? Le juge Andry a demandé. Une baisse de l'anxiété, une augmentation de l'engagement social, une amélioration des performances scolaires. Willow prospère quand elle ne se défend pas constamment contre les critiques et le rejet. L'avocat de Taran a tenté un contre-interrogatoire, suggérant que l'évaluation de Nora était biaisée par l'influence de Lévy sur le processus de thérapie, mais le thérapeute avait 2 ans de notes détaillées documentant l'état émotionnel de Willow, y compris les séances où l'enfant avait explicitement exprimé la peur de décevoir sa mère et sa grand-mère. Elle a souvent dit qu'elle souhaitait pouvoir être normale pour que sa famille l'aime. Nora a expliqué que le type d'acceptation conditionnelle est profondément endommageant le sens de l'autonorte d'un enfant. Lorsque Taran a pris position dans sa propre défense, son témoignage a révélé la profondeur de sa déconnexion des besoins réels de sa fille. Willow a toujours été difficile, a-t-elle dit comme s'il s'agissait d'une explication raisonnable de la négligence émotionnelle. Elle ne répond pas aux méthodes parentales normales. Elle est obsessionnelle, antisociale et résistante aux conseils. Nous essayons de l'aider à apprendre les comportements appropriés. Par des comportements appropriés, que voulez-vous dire? Demanda Lena lors du contre-interrogatoire, des compétences sociales normales, établissant un contact visuel, ayant des conversations avec des adultes, jouant avec les enfants de son âge au lieu de passer tout son temps seul avec ses projets artistiques. Savez-vous que votre fille est surtout douée et que son art a été reconnu par plusieurs enseignants et professionnels? L'art n'est pas une compétence pratique. Elle a besoin d'apprendre à fonctionner dans le monde réel. Le monde réel comprend des personnes autistes, n'est-ce pas, Madame Granger? La pose de Taran était révélatrice. Je suppose, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas essayer de l'aider à surmonter ses limites. Considérez-vous l'autisme de votre fille comme une limitation à surmonter? Oui. Ce seul mot a scellé son sort. L'expression du juge Andric est passée de l'évaluation neutre à une désapprobation évidente. Dans une galerie, Marlène s'est déplacée inconfortablement en réalisant que sa fille venait d'admettre avoir considéré les différences neurologiques de sa petite fille comme des problèmes nécessitant une correction. Votre honneur, Lena a déclaré que l'intimé venait de confirmer qu'elle considère l'autisme de sa fille comme un défaut plutôt qu'une différence. Cette attitude a créé un environnement où l'enfant se sent fondamentalement indésirable à moins qu'elle ne se conforme aux attentes neurotypiques. Le juge Riss a examiné les preuves de plusieurs minutes pendant que la salle d'audience attendait dans un silence tendu. Enfin, elle leva les yeux de ses notes avec l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision désagréable mais nécessaire. J'ai examiné les preuves vidéo, les déclarations de témoins et les évaluations professionnelles. La violence physique démontrée dans les images est suffisamment préoccupante pour justifier des mesures de protection. Cependant, la violence émotionnelle systématique documentée par le thérapeute de l'enfant représente une menace encore plus sérieuse pour son bien-être. Elle se tourna directement pour s'adresser directement à Taran. Madame Granger, votre témoignage suggère que vous considérez l'autisme de votre fille comme un problème à résoudre plutôt que comme un trait à soutenir. Cette attitude a créé un environnement où elle se sent rejetée pour être elle-même. Mais votre honneur, je n'ai pas fini. Les preuves montrent que vous avez toujours priorisé votre propre confort et votre commodité sur les besoins émotionnels de votre fille. Vous avez permis aux membres de la famille de la maltraiter physiquement et émotionnellement sans l'intervenir ou la protéger. Le juge Riss a consulté ses notes avant de continuer. Par conséquent, j'accorde une seule garde physique et légale de Willow Granger à son père, Lévy Granger. Madame Granger, vous serez autorisée les visites supervisées 2 fois par mois en fonction des cours de parentalité axés sur le soutien des enfants autistes. Le visage de Taran est devenu blanc. Tu ne peux pas enlever ma fille de moi. Je ne t'éloigne pas de toi. Je la protège d'un environnement qui n'a toujours pas répondu à ses besoins émotionnels. Mais le juge Riss n'était pas terminé. Elle se tourna pour s'adresser à Marlène, qui était assise rigidement dans la galerie. Madame Bridger, les preuves vidéo vous montrent une frappe physique à l'enfant. Votre comportement a été observé par des dizaines d'adultes et représente un danger clair pour la sécurité du mineur.
Vous êtes interdit par les présentes de tout contact avec Willow Granger, supervisé ou autrement, jusqu'à l'ordre de cette cour. Marlène se tenait avec la dignité indigène de quelqu'un qui n'a pas été habitué à être tenu responsable de ses actions. C'est ridicule. Je disciplinais un enfant non dispositif. Vous avez commis des voies de fait contre un mineur. Si vous violez cette ordonnance de protection, vous serez arrêté et poursuivi dans toute la mesure de la loi. Les révélations sont survenues lors de la discussion sur le règlement des biens 3 semaines plus tard. Dans une salle de conférence qui sentait les meubles en cuir et les rêves brisés, le nouvel avocat de Tarrant, elle s'était passée du défenseur nommé par le tribunal à quelqu'un qui a inculpé de l'argent réel s'était préparé à une négociation de divorce typique. Division des actifs, calcul de soutien au conjoint, détermination de pension alimentaire pour enfants, dissolution financière standard d'un mariage de 13 ans. Commençons par la résidence matrimoniale, a déclaré l'avocat, consultant ses notes. La maison de Magnolia Street achetée en 2015. Valeur estimée actuelle de 480 000 $. Lena sourit avec la satisfaction de quelqu'un qui ait des cartes supérieures. En fait, la maison n'est pas une propriété matrimoniale. Elle a produit un dossier contenant les documents d'achat d'origine, les demandes hypothécaires et l'acte de propriété, le tout au nom de Lévy seul. Acheté 6 mois avant son mariage avec des fonds de la succession de son père. La Caroline du Sud suit des principes de distribution équitable, mais des biens séparés acquis avant le mariage restent séparés, sauf s'il est explicitement converti en propriété conjointe. Monsieur Granger, il n'a jamais ajouté Madame Granger à l'acte. Tarrant regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. C'est impossible. J'y ai vécu depuis 13 ans. Je l'ai décoré. Je l'ai maintenu. La résidence n'établit pas la propriété, a expliqué Lena avec une patience professionnelle. La propriété a été achetée en tant que propriété distincte et est restée des biens séparés tout au long du mariage, mais les versements hypothécaires ont été effectués par le revenu de Monsieur Greer, qu'il a gagné par le biais de ses comptes d'entreprise distincts. L'avocat de Tarrant a traversé ses papiers, à la recherche d'un terrain solide dans ce qui devenait un gouffre financier. Qu'en est-il des comptes d'épargne conjoints, des fonds de retraite, des portefeuilles d'investissement? Discutons de cela. L'ONU a déclaré, produisant un autre dossier. Monsieur Granger a commencé à convertir les actifs conjoints en des comptes séparés il y a environ 18 mois, à la suite de procédures juridiques et d'exigences de notification appropriées. Les documents ont montré une séparation systématique des finances qui s'était produite tandis que Tarrant se concentrait sur les obligations sociales et le drame familial. Relevés bancaires, transferts d'investissement, fermeture de comptes, tous correctement documentés et légalement exécutés. Je n'ai jamais reçu de notification, a protesté Tarrant. Toutes les notifications ont été envoyées à votre adresse enregistrée et à vos comptes de messagerie, a répondu Lena. Affichage des reçus de messagerie certifiés et des confirmations par email. Votre échec à lire ou à répondre à ces communications n'invalide pas les procédures juridiques. Lévy s'est assis tranquillement tout au long de la discussion, en regardant son ex-femme qui sera bientôt découverte que sa vie confortable avait été construite sur des fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner. Il n'a ressenti aucune satisfaction dans sa détresse, mais aucune sympathie non plus. Elle avait eu 13 ans pour s'intéresser à la structure financière de leur famille. Il doit y avoir quelque chose, a déclaré l'avocat de Tarrant, saisissant tout atout qui pourrait survivre à la dissolution. Meubles, véhicules, biens personnels. Madame Granger a droit à ses effets personnels et à un véhicule intitulé en son nom. Lena a confirmé une Honda Accord 2019 avec environ 12 000 $ à jouer sur le prêt. Qu'en est-il du soutien au conjoint? Elle est hors du marché du travail depuis des années en se concentrant sur les responsabilités à domicile et familiales. Madame Granger est titulaire d'un baccalauréat en communication et aucune dépendance nécessitant ses soins. Depuis que Monsieur Granger a été attribué unique, elle est pleinement capable de se soutenir par l'emploi. Le silence qui a suivi n'était rompu que par le son de l'avocat de Tarrant, fermant ses dossiers. En 15 minutes, 13 ans de mariage ont été réduits à une voiture d'occasion et à tous les articles personnels qu'elle pouvait intégrer dans les boîtes de déménagement. Comment est-ce possible? Demanda Tarrant, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Lévy a parlé pour la première fois depuis le début de la réunion. Vous avez construit votre vie sur mon dos. Maintenant, vous apprendrez ce que c'est que de commencer. 6 mois plus tard, Lévy se tenait dans la cuisine d'une modeste maison de 2 chambres à Asheville, en Caroline du Nord, en regardant sa fille organiser ses fournitures d'art sur une position de table pour attraper la lumière du matin.
La maison était plus petite que leur maison de Charleston, mais elle semblait plus grande, en quelque sorte moins encombrée d'attentes et de déceptions. « Papa, regarde ce que j'ai terminé hier soir », a déclaré Willow, portant une toile pour le montrer. La peinture était intitulée 55 visages et représentait les invités de la fête de retraite d'Arlene dans des détails honnêtes. Chaque visage a été rendu avec une précision photographique, montrant exactement ce que Willow avait vu cette nuit-là. Embarras, inconfort, complicité et indifférence. 55 adultes qui avaient vu un enfant être blessé et choisi le silence sur l'intervention. C'est puissant, ma chérie. Monsieur Rodriguez dit que je peux l'inclure dans le salon d'art du printemps de l'école. Elle pense que cela raconte une histoire importante sur la responsabilité des passants. La nouvelle école de Willow était une académie des arts progressistes qui a célébré différents styles d'apprentissage au lieu d'essayer de les corriger. Ses professeurs ont compris que l'autisme n'était pas un trouble à guérir, mais une différence neurologique à soutenir. Elle s'était liée d'amitié avec d'autres enfants créatifs qui appréciaient son attention aux détails et une perspective unique. Lévi avait trouvé du travail en tant que consultant en génie à temps partiel tout en passant ses heures restantes à encadrer des étudiants au collège technique local. Le salaire était inférieur à sa position précédente, mais le stress était inexistant. Il dormait mieux, rit davantage, découvrit ce que la vie ressentait quand elle n'était pas constamment perturbée par les gens qui exigeaient l'énergie émotionnelle sans en offrir en retour. « Êtes-vous heureux ici ?» il a demandé à sa fille. Bien que ses notes s'amélioraient et sa confiance accrue ait déjà répondu à la question. Oui, les gens ici comprennent qu'être différent n'est pas la même chose que se tromper. Pendant ce temps, à 200 mètres au sud, les conséquences des choix se déroulaient avec une précision mathématique. Taran a travaillé 2 emplois, désormais adjoint administratif à la compagnie d'assurance pendant la journée, hôtesse du restaurant 3 soirs par semaine. Son appartement était une unité d'une chambre dans un complexe qui a attiré des divorces récents et des étudiants, meublé avec des pièces de magasin à prix réduit, et tout ce qu'elle avait réussi à récupérer de sa vie antérieure. Le cercle social qui avait une fois défini son identité s'était évaporé avec son mariage. Les anciens amis ont trouvé des excuses pour éviter ses appels. Les invitations ont cessé d'arriver. Même son adhésion au gymnase s'était effondrée alors qu'elle ne pouvait pas se permettre les frais mensuels qu'elle a essayé de sortir ensemble. Mais expliquer pourquoi elle avait perdu la garde de sa fille s'est avéré impossible sans révéler les attitudes que cela lui a tout coûté. Les quelques hommes qui ont persisté après les divulgations gênantes ont perdu tout intérêt lorsqu'ils l'ont rencontré en personne et ont découvert que sa personnalité sans amorti financière était nette, amère et chroniquement insatisfaite. La situation de cette Fiona était pire. L'enquête éthique s'est développée aux accusations fédérales impliquant une mauvaise utilisation des fonds de campagne et des violations des lois sur les contrats municipaux. Sa carrière politique était terminée. Son permis de droit a été suspendu en attendant la résolution des accusations criminelles. Même son appartement avait été saisi dans le cadre de la procédure de perfection des actifs. Elle a travaillé dans une chaîne de vente au détail en train de replier des vêtements et d'exploitation des caisseurs en attendant sa date d'audience. Les volontaires de la campagne qui avaient autrefois salué son instinct politique l'ont évité en public. Les donateurs qui avaient financé ses ambitions étaient passés à des candidats plus prometteurs. Mais la chute de Marlène de Grèce était la plus complète. La vidéo virale avait détruit sa réputation sociale soigneusement construite. Les comités de l'Église ont trouvé des raisons de la remplacer par de jeunes bénévoles. Les organisations caritatives ont découvert qu'elle pouvait fonctionner parfaitement bien sans ses contributions. Même son médecin de longue date avait transféré ses soins à un collègue, citant des conflits d'horaires que tout le monde comprenait qu'il ne voulait pas être associé à elle. Elle a passé la plupart des jours seule dans sa maison, des rideaux attirés contre des voisins qui ont chuchoté lorsqu'elle est apparue en public. La retraite qui était censée être remplie d'obligations sociales et de reconnaissance communautaire était devenue une prison d'isolement et de regret. L'ironie n'a pas été perdue pour Lévi. 3 femmes qui avaient passé des années à critiquer sa fille pour être antisociale avaient découvert à quoi ressemblait le vrai rejet social. Il y réfléchissait parfois, généralement lorsqu'il travaillait dans son nouvel atelier de garage ou regardait Willow peindre dans la lumière du soir. Il n'a ressenti aucune satisfaction dans leur souffrance, mais aucun regret non plus. Ils ont fait des choix. Les choix ont eu des conséquences. L'univers avait simplement restauré l'équilibre à un système qu'ils ont assommé par l'équilibre. Papa, la voix de Willow a interrompu ses pensées. J'ai une lettre aujourd'hui. Elle lui a tendu une enveloppe adressée dans l'écriture de Taran.
À l'intérieur se trouvait une brève note demandant l'autorisation d'une visite supervisée supplémentaire et exprimant des regrets pour les erreurs et le jugement passé. Lévi a lu la lettre 2 fois, puis a regardé sa fille. « Que pensez-vous » Willow a examiné la question avec sa caractéristique attentionnée. « Je pense que certaines personnes sont désolées d'avoir été prises, mais pas désolées pour ce qu'elles ont fait. Voulez-vous la voir ? Pas encore. Peut-être jamais. Est-ce que ça va ? C'est tout à fait correct. Vous décidez qui a accès à votre vie, ma chérie. C'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez apprendre. » Il a déposé la lettre auprès des autres qui étaient arrivés au cours des derniers mois. Excuses qui se sont concentrées sur les conséquences plutôt que sur les actions. Demandes de pardon qui sont venues sans admission d'actes répréhensibles. Promesses de changement de personnes qui ne comprenaient toujours pas ce qu'elles avaient mal fait. Ce soir-là, alors que Willow travaillait sur ses devoirs, Lévi s'est assis sur son porche arrière avec une tasse de café et a regardé le soleil se coucher derrière les montagnes Blue Ridge. L'air était propre et calme, brisé uniquement par le son de sa fille fredonnant pendant qu'elle travaillait. Il a pensé à la vengeance et à la façon dont la plupart des gens ont mal compris sa vraie nature. Ils ont imaginé des confrontations dramatiques, des mots en colère, des émotions explosives. Mais la vraie vengeance n'était pas rage. Que c'était de la patience, de la précision et de savoir quand laisser le silence parler plus fort que n'importe quelle gifle.